quand l'État ne va pas bien, automatiquement, ça se fait ressentir sur l'activité économique. Voilà. Donc, les entrepreneurs ont pâti. Voilà, on pâtit de tout ça. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Hello mes malheureux, aujourd'hui franchement je fais cette vidéo en étant tellement contente et aussi tellement fière de l'Afrique, même si également je vais aborder un sujet qui ne me rend pas très fière en Afrique. Voilà, donc le premier sujet, c'est pas un sujet mais c'est un satisfecit particulier personnel, mais je pense que vous devez tous aussi avoir ce satisfecit là, c'est par rapport à l'élection présidentielle au Sénégal. Voilà, c'est par rapport au nouveau président du Sénégal, jeune, 44 ans, hors système, il n'a jamais gouverné, il n'a jamais été dans aucune magouille politique, là. Vous savez, les gens, ils s'entendent et puis à tour de rôle, ils prennent le pouvoir. Mais rien ne change pour la population, là. C'est toujours les éternels recommencements. Et donc, vraiment, c'est nouveau. C'est un tandem, hein. C'est un tandem, ce nouveau tandem qui est à la tête du Sénégal, là. C'est vraiment un satisfecit incroyable. C'est beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir qui, moi, qui suis ivoirienne, pas sénégalaise, je mets quand même dans ce duo-là, voilà, dans ce duo-là, que ça puisse changer pour de vrai au Sénégal. Que les politiques qui soient mises en place, ce sont des politiques pour le bien des Sénégalais. Pour une fois. Pour une fois. Vraiment, j'applaudis le Sénégal parce que tout ce qui s'est passé là, j'étais dans mon voyage pour venir en Europe. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo par rapport à ça, mais vraiment, je suis tellement contente, tellement fière, tellement heureuse pour les Sénégalais, mais aussi pour les Africains, parce que on voit que ça bouge, on sait que ça bouge, on sent que ça bouge. Donc, après avoir parlé de mon satisfecit pour l'élection de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, parce que pour moi, c'est un tandem, c'est les deux. Voilà, Bassirou Diomaye Faye ne serait pas là s'il n'y avait pas Ousmane Sonko. Voilà, et donc pour moi, c'est ce tandem-là. Et c'est bien même tout le monde dit, il n'y a pas de... C'est un fauteuil présidentiel, c'est pas un banc. Mais moi, je vois ça comme dans les traditions africaines, là, où c'est un comité qui gère les affaires de la communauté, qui gère les affaires du village. Voilà, donc je vois ça, ce tandem-là, comme un comité. Voilà, comme un comité qui va aller vers le salut des Sénégalais. Voilà. Donc, après avoir dit mon satisfecit pour ce tandem-là qui nous donne beaucoup d'espoir. Franchement, je suis requinquée là. Je suis vraiment requinquée parce qu'on n'avait pas beaucoup de visibilité. Et là, on se dit que ça va quoi, ça va dans le bon sens. Surtout qu'il a été élu démocratiquement et tout ça. Donc vraiment, ça va dans le bon sens. Bien. Donc, une fois que j'ai parlé de ça, je vais parler de quelque chose qui moi, empêche le continent africain, surtout en Afrique subsaharienne, ça empêche beaucoup les États de se développer. Et qui parle de développement de nos États, parle de nous également, notre développement. Parce qu'on est entrepreneur, quand l'État ne va pas bien, automatiquement, ça se fait ressentir sur l'activité économique. Voilà. Donc, les entrepreneurs ont pâti. Voilà, on pâtit de tout ça. Il y a quelqu'un qui disait, si vous ne faites pas de la politique va être faite par des idiots. Et puis, vous allez payer, quoi. Voilà, vous allez payer. Pour paraphraser, vous allez payer. Et donc, c'est pas de la politique, mais bon, c'est de la politique économique, on va dire ça. Aujourd'hui, on va parler de l'endettement, du surendettement des États subsahariens. Voilà, du surendettement, du mauvais endettement des États subsahariens. Actuellement, dans l'actualité ivoirienne, parce que je vais introduire mon sujet par rapport à ce biais-là, dans l'actualité ivoirienne, on parle de 26 000 milliards d'endettement en Côte d'Ivoire,
Voilà, 26 000, je sais pas, 26 000 milliards d'endettement en Côte d'Ivoire. Voilà. On nous dit même qu'on n'est pas si mal loti que ça, parce qu'on est dans la moyenne communautaire, je veux dire ça, état de l'UEMOA, là, donc on n'est pas c'est pas si dramatique que ça. Voilà. C'est un point de vue que moi, en tout cas, de mon point de vue, je ne partage pas, parce qu'on conseille à toutes les personnes qui viennent vers nous de s'endetter pour de bonnes raisons. Voilà. On conseille à toutes les personnes qui viennent, les particuliers hein, qui viennent vers nous, qui nous demandent des conseils. Moi, en coaching, même en discussion comme ça avec des abonnés, quand quelqu'un me dit, je veux prendre un crédit pour faire ça, je dis, attention, si tu prends un crédit, il faut que ton crédit, ce soit un crédit qui va te rapporter. Il faut que ce soit un crédit. C'est ça, si tu prends un crédit, il faut que ce crédit-là te rapporte. Ne prends pas un crédit pour payer un autre crédit. Ne prends pas un crédit pour faire un mariage. Ne prends pas un crédit pour pouvoir pallier à tes besoins du quotidien. Ne prends pas un crédit pour ça. Voilà, ça c'est le mauvais endettement. C'est le mauvais endettement. Si on dit ça à des particuliers, ce n'est pas aux États qu'on ne va pas dire ça. Voilà. Sur ce sujet-là, ce n'est pas aux États qu'on ne va pas dire ça. On ne dit pas aux gens de ne pas s'endetter. Mais si vous vous endettez, il faut que cet endettement-là vous permette d'avancer, vous permette de croître. Acheter une télévision, s'endetter pour acheter une télévision, je suis désolée, mais valeureux, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Ça ne te permet pas d'avancer, quoi. T'endetter pour acheter un salon, pour acheter des vêtements, pour aller faire un mariage, pour aller faire des funérailles, c'est un mauvais endettement. Et malheureusement, nos pays africains subsahariens, là, c'est ce type d'endettement-là qu'ils aiment faire. C'est ce type de surendettement, parce qu'on ne s'endette pas seulement, on se surendette. Une fois qu'on a dit, bon, vous pouvez vous endetter, on y va. Voilà, on y va, on y va. Et ça, c'est terrible. Toute organisation économique, toute entreprise, tout pays ont besoin d'endettement. Ont besoin d'endettement pour faire beaucoup de choses, pour pouvoir construire des infrastructures, pour pouvoir mettre en place certaines politiques qui vont permettre au pays de se développer. Donc, l'endettement en soi-même, l'endettement n'est pas mauvais. Voilà. Malheureusement, nous, en Afrique, ce qu'on remarque, c'est qu'on s'endette. On se surendette, pas pour pouvoir mettre des politiques qui vont apporter de la valeur ajoutée, mais on s'endette dans le fonctionnement courant. Voilà, fonctionnement courant de l'administration. On s'endette pour le fonctionnement courant de l'administration. On s'endette pour faire des routes, voilà, des routes, des infrastructures, mais même pas de manière, on va dire, intelligente. Voilà, on remarque ça beaucoup. Voilà. Vous savez, dans cette vidéo, dans celle à lui la regarder, je vous avais dit, les gens disaient que la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Je leur ai dit non, non, c'est faux. Hein. On est même sous-développé gravement là, c'est ça. Le fait de faire des routes, ce genre d'infrastructure ne fait pas de nous un pays développé. Voilà, ou plus développé que le Cameroun. Non. Le développement, il est essentiellement, en grande partie, il est dû à la production industrielle. Voilà. C'est la production industrielle qui va vous permettre de créer des emplois, qui va vous permettre d'avoir de la richesse, qui va vous permettre d'avoir des devises. Voilà. Quoique pour les devises, par la production de matières premières, on pourrait également avoir de la devise. Mais pour résorber le chômage, pour améliorer les conditions de vie des populations, ça, c'est la production industrielle. Voilà, c'est mettre en place des industries. Voilà, c'est pour se développer, c'est tout. Mettre en place des industries. Voilà. Malheureusement, nos États s'endettent pour le plaisir, pour faire de beaux monuments, pour faire de belles routes, pour faire, et ça même parce que dans le rapport ivoirien, je parle sous réserve de ce que j'ai entendu. Donc, c'est pas moi qui ai produit le rapport, donc voilà, je mets ça en guillemets. Dans le rapport qu'un parti politique ivoirien, je crois, c'est le parti politique ivoirien, a fait sortir, sur les 26 milliards, 26 000 milliards de dettes, il n'y aurait que 6 000 milliards pour la construction des infrastructures et 20 000 milliards
on ne sait pas trop, donc les gens supposent que la dette a été faite pour permettre le fonctionnement de l'État. Et ça, c'est terrible. Voilà, on s'est endetté pour que l'État fonctionne. Et donc, puisqu'on s'est endetté pour que l'État fonctionne, pour pouvoir poursuivre cet endettement-là, on est obligé d'aller vers les institutions de Bretton Woods, qui sont les pires pour moi. Pour qu'un État puisse s'endetter, c'est les pires, qui vont évidemment nous dire, si vous voulez avoir accès à ce crédit-là, ne subventionnez plus l'électricité, ne subventionnez plus le gasoil, l'essence, en sachant que de telles politiques vont peser sur les populations, voilà, sur le pouvoir d'achat des populations. Et dans la mesure où vous n'avez pas d'industrie, votre seul recours, c'est de toujours taper sur la population. Voilà. Et donc, si vous tapez sur la population, vous réduisez les possibilités de pouvoir d'achat. Si les populations ne peuvent pas beaucoup acheter, votre économie, surtout par exemple, en Côte d'Ivoire, on est dans une économie de consommation. Si on peut pas, la consommation est en train de diminuer, l'économie va de plus en plus mal. Et donc, tous les petits entrepreneurs, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les biens et services, parce que là-bas, il y a beaucoup d'Ivoiriens, tout le monde est en train de tirer la langue, quoi. On tire la langue parce que, il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et le pire, c'est qu'en plus, on va rembourser ces crédits. Voilà. Donc, c'est de ce dont je veux parler aujourd'hui. Ce type d'endettement que nos États font là. Voilà. Des endettements qui ne permettent pas de mettre en place. Pourquoi pas? Avec les 26 milliards là, on aurait pu permettre une politique agricole en Côte d'Ivoire. Que tous les jeunes puissent aller donner, par exemple, des financements pour que les jeunes fassent un retour à l'agriculture, permettre qu'on puisse créer des entreprises, même si c'est des industries, même si c'est des petites unités de transformation, et permettre que ces producteurs-là se prennent en coopérative, parce que en plus grand nombre, on est beaucoup plus fort. L'État aurait pu, l'État aurait pu mettre en place une politique agricole. Voilà. Ici en Europe, pratiquement tous les agriculteurs, mais ils sont financés par les différents États. Hein. Ils ont des politiques agricoles pour pouvoir financer leur agriculture, ce qu'ils mangent. Voilà. Et donc, ça crée beaucoup d'emplois, que qu'en Europe, ça ne crée pas tant d'emplois que ça. Mais dans le contexte africain, faire de telles politiques, ça créerait des millions d'emplois. Ça créerait des millions d'emplois. Pourquoi dans ces crédits-là, dans ces crédits qu'on prend là, on ne prend pas ces crédits-là pour faire ça? Pourquoi dans ces crédits-là, on ne prend pas des crédits pour amorcer des embryons d'industrie par rapport à tous les produits qu'on transforme? On a l'anacarde où c'était insatisfait pour moi. Là, on est à 21% de transformation de l'anacarde. On est passé devant le Brésil, devant l'Inde, etc., dans la transformation. Mais la plupart des personnes qui transforment l'anacarde en Côte d'Ivoire, ce sont pas les Ivoiriens. Malheureusement, ce ne sont pas les Ivoiriens. Les entreprises qui transforment l'anacarde en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup d'entreprises de l'extérieur. Et il y avait un petit embryon d'unité ivoirienne qui voulait se mettre. Il y en a d'autres qui continuent, hein, mais il y en a beaucoup qui ferment. Parce qu'elles n'ont pas la capacité financière, elles n'ont pas les financements suffisants pour pouvoir, ne serait-ce que partir s'approvisionner auprès des planteurs. Voilà, les gros viennent, ils donnent les montants, les planteurs donnent, et les petits industriels ivoiriens, les petites unités ivoiriennes n'ont pas de matière première. Voilà, rien que dans ce... Voilà, c'est ça, parce qu'ils n'arrivent même pas à avoir la matière première pour pouvoir la transformer, même de manière sommaire, pour pouvoir la revendre. Et donc, ça fait que sur le marché de l'anacarde, ceux qui sont en train de venir, ce sont les gros. Voilà, les gros vont créer des petites entreprises, voilà, vont créer vont créer de grandes entreprises avec de la main-d'œuvre qu'ils vont prendre pour pouvoir faire tourner ces entreprises-là, mais au niveau du stage managérial, au niveau même de l'apport qu'ils apportent au pays, c'est tout à fait, c'est minime. Voilà, ils produisent et ils transforment et ils importent. Voilà, l'État va percevoir quelques impôts sur ça, mais c'est tout. Voilà, la valeur ajoutée, elle est beaucoup moindre que quand vous avez des champions locaux. Et les champions locaux, on les fait avec quoi?
bah, on les fait avec des lignes de financement, avec une politique gouvernementale, voilà, pour permettre à ce que les locaux rentrent dans certains secteurs et prennent, soient suffisamment forts. Parce que c'est pas ça, il faut pas seulement rentrer dans certains secteurs, il faut pouvoir être suffisamment fort pour tenir face aux gros qui viennent. Voilà. Mais on n'a pas cette politique-là. Dans la plupart des États africains subsahariens, ce n'est pas ça. Voilà. Je prends un État comme le Maroc, qui n'est pas subsaharien, mais qui est africain. Là-bas, ils ont cette politique-là. Si vous voulez mettre une industrie, il faut prendre un Marocain à côté. Voilà. De sorte à ce que tout ce que vous mettez sur place, ça puisse bénéficier non seulement aux locaux, mais aussi qu'il y ait un partage d'informations, un partage de formation. Parce que c'est ça. Les gens qui viennent là, ils disent, bon, toi, tu dois découper l'arnaque. Mais les formations au plan management, au plan un peu supérieur, ces formations-là, ces partages d'informations-là, mais ça ne circule pas. Voilà, ça ne circule pas. Ça ne permet pas que d'autres Ivoiriens puissent dire, bon, ben, à partir de la formation que j'ai eue dans telle entreprise, je peux me lancer dans une autre entreprise. C'est ce que les Chinois ont fait pour être où ils sont aujourd'hui. Quand les grosses entreprises américaines, françaises sont arrivées en Chine, ben, c'est ce que les Chinois ont fait. Et malheureusement, nous, nos États, là, bah, ne sont pas dans ce type de politique-là. On s'endette pour faire des dépenses de fonctionnement, voilà, de nos États. Et moi, je trouve que c'est des gros endettements. C'est des gros endettements. On s'endette extraordinairement. Voilà. Tous nos pays, là, ont les mêmes types de fonctionnement. Hein. Quand on va au Sénégal, l'infrastructure, tout et tout. Les entreprises pour les jeunes Sénégalais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et les gens et les dirigeants pensent que c'est un système qui va pouvoir perdurer. Mais ça ne va pas pouvoir perdurer. Les routes, c'est très bien. Mais après un certain moment, ces routes-là ne sont pas suffisantes. Parce que ces routes-là ne permettent pas la subsistance des populations. Ça ne permet pas ça. Voilà. Donc on s'endette, c'est un vilain endettement, c'est un très vilain endettement. Et on voit que après la plupart des pays africains ont été dans le PPTE, là, une fois que le PPTE est tombé, on est reparti vers le surendettement. Et un surendettement qui ne permet pas aux populations, parce que toutes les politiques, en principe, sont faites pour que les populations puissent améliorer leur train de vie, améliorer le panier de la ménagère. C'est pour ça, en principe, que les politiques sont faites. Elles ne sont pas faites comme ça. Voilà, elles ne sont pas faites comme ça. Mais malheureusement, nous, les gens, ils prennent des crédits que les populations vont rembourser, qui vont faire que plein de subventions vont tomber, mais qui n'apportent rien à ces populations-là. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et les pouvoirs passent. On a l'impression que tous, c'est-à-dire un nouveau vient, il fait la même chose que le prédécesseur, en pire. Voilà. Et que c'est que dans ce genre de truc-là, on est. On est comme dans un système où ce n'est que ça. Où ce n'est que ça. Je tiens à signaler à tout le monde, le développement, c'est l'industrie. C'est la mise en place des industries. Industrie primaire, industrie secondaire, c'est ça le développement. Si vous n'avez pas d'industrie, c'est du chômage, c'est de l'instabilité et c'est du sous-développement. C'est du sous-développement. Même les routes que vous êtes en train de construire là, il faut entretenir ces routes-là. Pour pouvoir entretenir ces routes-là, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui ont des impôts, voilà, duquel l'État prélève des impôts. Voilà. Et dans nos pays là, on n'a malheureusement pas ça. Voilà. Système informel à plus de 90%, il y a une petite niche là avec laquelle l'État prélève des impôts qui ne permet même pas son bon fonctionnement. Et il n'y a aucune politique qui va dans le sens de l'industrialisation de nos pays. Et je tiens à rappeler que l'industrialisation, quand je parle d'industrialisation, le Japon, les États-Unis, tous les pays, même les pays du Golfe, l'industrialisation, c'est les locaux. C'est les locaux et vous ouvrez pour que les autres puissent venir apporter leur grain de sable. Mais ça n'a en aucune façon, toutes les compagnies de l'extérieur qui viennent et qui vont vous industrialiser, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils vont venir profiter de ce que vous avez et prendre la plus-value et la ramener ailleurs, dans les paradis fiscaux, je ne sais où. Voilà. L'industrialisation, c'est à partir des locaux. C'est à partir des locaux. Et tant que nos pays
n'auront pas ce type de vision-là, bah, on sera toujours pareil. On sera toujours pareil. On est à fond dans l'appel des compagnies extérieures pour venir faire des industries. Venez, venez. On n'est absolument pas dans l'optique de nous-mêmes, de former nos gens, d'aider la population à aller dans le sens de créer des industries. Moi, par exemple, l'exemple par exemple du Kenya, où ce sont les planteurs kenyans qui ont des industries de transformation pour faire du thé. Et ça dit aller vers ce type de système-là, des petites entités qui se mettent ensemble pour créer de grosses entités qui peuvent leur permettre de résister aux gros qui viennent, parce que c'est ça l'industrie du thé au Kenya. Voilà, des petites entités qui se sont mises ensemble pour créer de grandes unités, voilà, qui permettent que les gros extérieurs ne puissent pas leur faire quelque chose. Et ça s'est fait avec une volonté étatique. Une volonté étatique, ça veut dire que l'État seul n'a pas d'argent comme ça, mais les crédits que l'État prend, l'endettement que l'État fait, bah, l'État en partie le met dans ce type de politique-là, qui vont permettre que bah, les Kenyans puissent avoir des entreprises, pouvoir dominer certains secteurs qui sont clés, voilà, et que ce ne soient pas toujours les gens de l'extérieur qui viennent pour dominer ces secteurs-là. Parce que l'extérieur crée certes des entreprises, mais si vous ne savez pas profiter de ces entreprises-là, la plus-value de ces entreprises, ça va ailleurs. Donc, ça vous laisse très peu, ça vous laisse des miettes. Ça vous laisse des miettes. Et je ne sais pas pourquoi tous les pays subsahariens ont le même type d'endettement appauvrissant là. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas le type d'endettement qui permet de grandir? Voilà. En général, une entreprise, quand vous vous endettez, c'est pour pouvoir avoir plus de marché, c'est pour pouvoir produire plus, c'est de pouvoir viser encore plus grand, ce genre de trucs-là. Pourquoi nos pays n'ont pas ce type de vision-là? Pourquoi on s'endette pour pouvoir faire fonctionner l'État? Pourquoi on fait ça? Vraiment, j'espère de tout mon cœur que, en parlant d'endettement, que les nouvelles autorités au Sénégal vont penser à ça. Si vous vous endettez, même si vous ne vous endettez pas, votre vision première, ça doit être le fait que les populations locales puissent s'en sortir. Et pour que les populations locales puissent s'en sortir, c'est la mise, même embryonnaire, c'est la mise sur pied d'entreprises. C'est la mise sur pied d'unités de production. C'est la mise sur pied de champions nationaux. Voilà. Et donc, quand vous vous endettez, votre réflexion par rapport à cet endettement-là, ça doit être ça. Ça doit vraiment être ça. C'est vraiment dommage que les pays africains subsahariens soient dans ce type d'endettement-là qui mène toujours ces pays-là à la banqueroute. Et à la banqueroute, on parle aussi des populations. C'est vraiment dommage. Mais comme je dis, j'ai espoir qu'avec la nouvelle génération, qu'on comprenne que le nerf de la guerre, la clé de notre futur, ça va être la transformation. Et donc l'industrialisation. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il faut qu'on crée des entreprises, il faut qu'on crée des industries pour nos populations. Il faut que ces industries-là soient en grande partie dominées par les locaux pour que nos pays puissent enfin avancer. Bien, mes valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du surendettement des États subsahariens africains. Mettez-le en commentaire. Et je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.